Certains livres ne se lisent pas, ils te lisent. Certains mots ne t'informent pas, ils te transforment. Et parfois, au détour d'une page, tu comprends que ce que tu tenais entre tes mains n'était pas un simple ouvrage, mais un seuil, un passage, une initiation. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous ne résumons pas des livres. Nous ouvrons des portails, nous explorons des œuvres qui déplacent la conscience, qui réveillent des forces silencieuses, qui bousculent les fondations invisibles de l'être. Ce n'est pas un espace de distraction, c'est un espace d'élévation, de lucidité et de maîtrise intérieure. Chaque vidéo est une traversée, chaque texte est une clé. Aujourd'hui, nous entrons dans une œuvre qui ne promet pas le succès facile, ni la puissance superficielle. Elle parle d'un pouvoir plus subtil, plus profond, plus exigeant. Un pouvoir qui ne cherche pas à dominer les autres, mais à structurer l'intérieur. Un pouvoir qui commence par la pensée, se renforce par la discipline et se manifeste par l'alignement. Ce livre ne rend pas dangereux au sens brutal du terme, il rend dangereux pour l'ignorance. Dangereux pour les illusions, dangereux pour les limites que l'on croyait immuables. Il éclaire ce que beaucoup préfèrent ne jamais voir, que la réalité extérieure n'est qu'un reflet organisé de l'état intérieur. Ce que tu vas entendre n'est pas une motivation passagère, c'est une invitation à te repositionner face à toi-même, à observer tes pensées comme des forces, à comprendre que ton attention est une énergie, à réaliser que le monde réagit à ce que tu es, bien plus qu'à ce que tu dis. Si tu écoutes jusqu'au bout, quelque chose en toi commencera peut-être à se réorganiser, et c'est là que tout commence. L'appel invisible. Il existe des instants que l'on ne peut ni prévoir, ni provoquer. Des instants où quelque chose, sans bruit et sans éclat, vient frapper à l'intérieur. Ce n'est pas une voix que l'on entend avec les oreilles. Ce n'est pas une idée brillante qui surgit comme un éclair. C'est plus subtil, plus ancien, comme une vibration oubliée qui se remet à résonner. Certains passent à côté sans même sentir qu'il s'est produit quelque chose. D'autres s'arrêtent net, troublés, parce qu'ils reconnaissent confusément ce frémissement. Ils ne savent pas encore ce qu'ils ont reconnu, mais ils savent que cela les concerne. On croit souvent que l'on choisit un livre, une idée, un enseignement. En réalité, il arrive que ce soit l'inverse. Il arrive qu'une œuvre entre dans notre vie au moment précis où une fissure s'est ouverte en nous. Une fissure créée par le doute, par l'insatisfaction, par une fatigue intérieure que rien d'extérieur ne parvient à apaiser. Ce n'est pas la curiosité qui ouvre la porte, c'est une soif que l'on n'osait peut-être pas nommer. Pourquoi certains entendent-ils cet appel alors que d'autres restent indifférents? La réponse n'a rien à voir avec l'intelligence, ni avec le niveau d'instruction, ni même avec la sensibilité apparente. Elle tient à un état intérieur, à une maturité invisible, à une accumulation silencieuse d'expériences, de blessures, de remises en question qui ont préparé le terrain. Il y a des terres qui sont encore dures, fermées, compactes. La graine y tombe et ne pénètre pas. Et il y a des terres qui ont été labourées par la vie. Là, la moindre semence peut germer. L'appel invisible ne s'impose pas, il ne crie pas, il ne cherche pas à convaincre, il se contente d'être là comme une porte entr'ouverte. Ceux qui sont prêts la voient, ceux qui ne le sont pas continuent leur route, convaincus que rien d'important ne se trouvait à cet endroit. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de résonance. On ne peut pas forcer une corde à vibrer si elle n'est pas accordée sur la bonne fréquence. Il y a des périodes où l'on lit pour se divertir, d'autres où l'on lit pour apprendre. Mais il existe un moment particulier où l'on lit pour se transformer. Ce moment n'arrive pas par hasard.
Il survient lorsque l'ancien fonctionnement commence à montrer ses limites, lorsque les schémas répétés deviennent étouffants, lorsque les réponses habituelles ne suffisent plus. Alors une ouverture se crée, et dans cette ouverture, l'appel trouve un passage. Beaucoup cherchent des réponses à l'extérieur, multipliant les conseils, les méthodes, les stratégies. Pourtant, l'appel véritable ne vient pas combler un manque technique. Il vient réveiller une puissance intérieure qui dormait. Il ne dit pas « ajoute ceci à ta vie ». Il murmure plutôt « rappelle-toi qui tu es ». Cette différence change tout, car il ne s'agit plus d'accumuler, mais de dévoiler. Ceux qui entendent cet appel ont souvent traversé une forme de désillusion. Ils ont peut-être réussi selon les critères du monde, et pourtant une insatisfaction persistait. Ou au contraire, ils ont connu l'échec et ont compris que la lutte extérieure ne suffisait pas. Dans les deux cas, un déplacement s'opère. L'attention cesse de se fixer uniquement sur les circonstances et commence à se tourner vers l'état intérieur. C'est là que le terrain devient fertile. Il faut du courage pour répondre à l'appel invisible, car il ne promet pas le confort. Il ne garantit pas une route simple et linéaire. Il invite à observer ses propres pensées, à reconnaître ses contradictions, à admettre ses peurs. Il demande une honnêteté radicale envers soi-même. Beaucoup préfèrent rester dans le bruit du monde plutôt que de faire face au silence qui révèle. Ce silence est essentiel. C'est dans le silence que l'on entend ce que le vacarme masquait. L'appel n'est pas spectaculaire. Il ne se manifeste pas toujours par une émotion intense. Parfois, il ressemble à une simple intuition. Il y a autre chose. Une phrase lue au détour d'une page peut produire cet effet. Elle semble anodine, mais elle touche un point précis, comme si elle avait été écrite pour nous seuls. Ce n'est pas la phrase en elle-même qui est extraordinaire, c'est l'état dans lequel on la reçoit. Tout le monde peut entendre les mêmes mots, mais tout le monde ne les reçoit pas de la même manière. Les mots sont comme des clés. Encore faut-il qu'ils rencontrent une serrure prête à s'ouvrir. Si l'on n'a pas encore vécu certaines expériences, si l'on n'a pas encore traversé certaines remises en question, le message glisse à la surface. On peut même le juger banal ou exagéré. Ce n'est pas le message qui manque de profondeur, c'est notre propre profondeur qui n'a pas encore été creusée. Il y a une humilité dans cette prise de conscience. Comprendre que l'on n'était pas prêt hier, mais que l'on peut l'être aujourd'hui. Comprendre que la maturité intérieure n'est pas une compétition, mais un processus. L'appel invisible ne compare pas, il attend. Il sait que chaque être suit un rythme unique. Souvent, on imagine que la transformation commence par une grande décision spectaculaire. En réalité, elle débute par un léger déplacement de perception. Une fissure dans une certitude ancienne, une question qui persiste là où autrefois il y avait une réponse automatique. Cette question est précieuse. Elle signale que l'on n'accepte plus de fonctionner par inertie. Entendre l'appel, c'est accepter de ne plus être satisfait par les explications superficielles. C'est sentir que l'on ne peut plus se contenter d'un discours qui apaise temporairement sans changer la structure profonde de notre manière de penser. C'est vouloir comprendre les lois invisibles qui régissent nos expériences, au lieu de blâmer constamment l'extérieur. Mais pourquoi certains résistent-ils? Parce que répondre à l'appel implique une responsabilité nouvelle. Si l'on admet que notre état intérieur influence notre réalité, alors nous ne pouvons plus nous réfugier uniquement derrière les circonstances. Cette idée est libératrice, mais elle peut aussi être déstabilisante. Elle retire l'excuse, elle replace le pouvoir et donc la responsabilité à l'intérieur. Beaucoup préfèrent un monde où tout dépend des autres, du hasard, de la malchance ou de la chance. Ce monde est plus confortable, car il nous décharge d'un travail intérieur exigeant. L'appel invisible, lui, nous invite à reprendre les rênes, non pas en contrôlant chaque événement,
mais en maîtrisant la qualité de notre pensée, la direction de notre attention, la cohérence de nos intentions. Ceux qui sont prêts ne sont pas parfaits. Ils sont simplement arrivés à un point où ils ne peuvent plus ignorer leur propre potentiel. Ils sentent confusément qu'ils participent à la création de leur expérience. Ils ne savent pas encore comment, ni dans quelle mesure, mais l'idée les attire. Elle réveille en eux un mélange de crainte et d'enthousiasme. Il arrive que l'appel se manifeste après une perte, une rupture, un échec, une crise. Ces moments ébranlent les structures anciennes. Ils obligent à reconsidérer ce que l'on croyait stable. Dans cette vulnérabilité, une ouverture se crée. Là où l'ego cherchait auparavant à maintenir une image, il devient plus réceptif. La souffrance, bien qu'inconfortable, peut devenir un passage. Mais l'appel ne dépend pas nécessairement d'un choc brutal. Il peut émerger dans une vie apparemment ordinaire. Une impression persistante que quelque chose manque. Une question récurrente sur le sens. Un désir de cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette cohérence est un signe de maturité. Elle indique que l'on ne veut plus vivre en contradiction intérieure. Répondre à l'appel demande de ralentir, de sortir du flux constant de distraction, de s'asseoir avec ses propres pensées sans chercher immédiatement à les fuir. Cela peut être inconfortable au début, car l'on découvre l'agitation, les peurs, les conditionnements accumulés, mais cette observation est le premier pas vers la maîtrise. L'appel invisible ne promet pas une identité nouvelle à exhiber. Il propose un dépouillement, une simplification. Il nous invite à retirer les couches superflues, à identifier les croyances héritées, à distinguer ce qui nous appartient réellement de ce que nous avons adopté par imitation. Ce processus peut sembler lent, mais il est profondément structurant. On ne peut pas forcer quelqu'un à entendre cet appel. On peut partager des idées, offrir des perspectives, mais la reconnaissance doit venir de l'intérieur. C'est comme tenter de réveiller quelqu'un qui ne dort pas encore assez profondément pour sentir le besoin de s'éveiller. Le moment juste ne se décrète pas. Il y a une forme de respect dans cette compréhension. Chacun avance à son rythme, chacun rencontre ses propres seuils. Ce qui paraît évident pour l'un peut sembler abstrait pour l'autre. Et c'est parfaitement cohérent. L'appel invisible n'est pas un privilège réservé à une élite. Il est une possibilité ouverte à tous, mais activée seulement lorsque la préparation intérieure est suffisante. Lorsque l'on commence à entendre cet appel, un changement subtil s'opère dans la manière d'aborder la vie. On devient plus attentif à ses pensées. On observe les réactions automatiques. On se demande « Est-ce que cette manière de penser me sert vraiment ?» Cette simple question marque le début d'une autonomie nouvelle. Peu à peu, on comprend que la transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir plus conscient de ce que l'on est déjà. L'appel invisible n'ajoute pas une couche supplémentaire d'identité. Il révèle une structure intérieure qui attendait d'être reconnue. Il rappelle que la pensée n'est pas un simple flux incontrôlable, mais une force orientable. Et lorsque cette compréhension s'installe, même timidement, il devient difficile de revenir totalement en arrière. On peut hésiter, douter, ralentir, mais on ne peut plus prétendre que l'on ne sait pas. Une lumière, même faible, a été allumée. Elle éclaire désormais les anciens automatismes. Elle rend visible ce qui était inconscient. Ainsi, ceux qui entendent l'appel ne sont pas supérieurs. Ils sont simplement arrivés à un point de disponibilité intérieure. Ils ont accumulé suffisamment d'expérience pour que la question du sens devienne centrale. Ils ont assez observé les limites de leurs anciens schémas pour accepter d'envisager autre chose. L'appel invisible n'est pas une fin, c'est un commencement, un passage du pilotage automatique à la conscience délibérée. Une transition du blâme extérieur à l'examen intérieur.
une invitation à participer activement à la construction de son propre état d'être. Et si tu lis ces mots avec une sensation particulière, si quelque chose en toi se sent concerné sans pouvoir expliquer pourquoi, alors peut-être que cet appel n'est plus seulement une idée abstraite. Peut-être qu'il est déjà en train de résonner, non pas pour te donner des réponses toutes faites, mais pour t'inviter à explorer avec lucidité, courage et discipline la puissance silencieuse qui attend d'être reconnue en toi. La fracture intérieure. Il existe un moment précis dans le parcours d'un être où le sol qui paraissait stable commence à trembler. Rien, en apparence, ne change immédiatement. Le monde continue de fonctionner. Les gens poursuivent leurs habitudes. Les voix familières répètent les mêmes certitudes. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose se déplace. Une fissure apparaît dans l'édifice des croyances anciennes. Ce n'est pas encore un effondrement. C'est une craquelure fine, presque invisible, mais irréversible. À partir de là, il devient impossible de regarder la réalité avec la même naïveté. Cette fracture ne surgit pas par rébellion superficielle. Elle ne naît pas d'un simple désir de contradiction. Elle émerge lorsque l'on commence à percevoir les limites d'un système de pensée que l'on avait accepté sans l'examiner. Depuis l'enfance, on nous transmet des règles, des explications, des modèles de réussite, des définitions du possible et de l'impossible. Nous les intégrons comme des évidences. Nous les portons sans même nous rendre compte qu'ils orientent chaque décision, chaque interprétation, chaque réaction. Puis, un jour, une incohérence devient visible. Une question surgit là où il y avait une affirmation solide. Pourquoi certaines personnes semblent-elles défier les circonstances alors que d'autres restent prisonnières des mêmes conditions? Pourquoi des individus confrontés à des obstacles similaires produisent-ils des résultats radicalement différents? Pourquoi la réalité ne répond-elle pas toujours aux efforts mécaniques que l'on nous a appris à répéter? Au début, on tente d'ignorer ces interrogations. On se dit que l'on manque peut-être d'informations, que l'on n'a pas encore suffisamment travaillé, que le problème vient d'une faiblesse personnelle. Mais plus on observe, plus on comprend que la question est plus profonde. Ce n'est pas seulement une question de technique ou d'effort. C'est une question de structure intérieure. La fracture intérieure commence lorsque l'on réalise que tout ce que l'on nous a enseigné n'était pas faux, mais incomplet. Cette nuance est essentielle. Rejeter en bloc l'ancien monde serait une réaction immature. Ce que l'on découvre n'est pas que l'on a été trompé, mais que l'on n'a reçu qu'une partie de l'équation. On nous a parlé d'action, rarement d'état d'être. On nous a parlé de stratégie, rarement de qualité de pensée. On nous a parlé de compétition, rarement de cohérence intérieure. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, car si l'ancien cadre est incomplet, alors sur quoi repose notre sécurité? Pendant longtemps, nous avons cru que suivre les règles établies garantissait un certain résultat. Étudier, travailler dur, respecter les normes, imiter les modèles validés. Ce chemin rassure. Il offre une carte. Mais lorsque l'on voit ses limites, on se retrouve face à un territoire sans balises. La fracture n'est pas confortable. Elle crée une tension. D'un côté, l'envie de revenir à la simplicité des anciennes certitudes. De l'autre, l'impossibilité d'ignorer ce que l'on a compris. Une fois que l'on a perçu l'incomplétude, il est difficile de faire semblant. C'est comme découvrir qu'une maison a des fondations fragiles. On peut continuer à y vivre, mais on sait désormais qu'un travail en profondeur est nécessaire. Souvent, cette étape s'accompagne d'un sentiment de solitude. Autour de soi, beaucoup continuent à fonctionner selon les anciens schémas. Ils ne ressentent pas le même trouble. Ils semblent à l'aise dans un cadre que l'on commence à trouver étroit. On peut alors douter de soi, se demander si l'on complique inutilement les choses,
si l'on ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Pourtant, la fracture intérieure n'est pas un caprice intellectuel. Elle est le signe d'une évolution de conscience. Elle indique que l'esprit refuse désormais les réponses superficielles. Elle révèle un besoin de compréhension plus globale, plus intégrée. On ne veut plus seulement savoir quoi faire. On veut comprendre pourquoi cela fonctionne ou pourquoi cela échoue. À mesure que cette lucidité grandit, on commence à revisiter son passé avec un regard différent. Des situations que l'on attribuait uniquement à la malchance prennent une autre coloration. Des réussites que l'on pensait dues au hasard révèlent des cohérences invisibles. On observe que, derrière chaque expérience, il y avait un état intérieur dominant, une manière de penser récurrente, une perception spécifique de soi-même et du monde. Cette observation peut être vertigineuse, car elle suggère que nous participons bien plus activement à la configuration de notre réalité que nous ne l'avions admis. Non pas par magie naïve, mais par des mécanismes subtils de perception, d'interprétation et d'action alignés sur nos convictions profondes. Si je crois inconsciemment que je ne mérite pas certaines opportunités, mes choix et mes réactions s'ajusteront à cette croyance. Si je me vois comme limité, je filtrerai les possibilités à travers cette limitation. La fracture intérieure révèle que le monde extérieur n'est pas une entité totalement indépendante de notre état d'être. Elle ne nie pas l'existence des circonstances, mais elle refuse de les considérer comme seules responsables. Cette compréhension déplace le centre de gravité. Elle nous oblige à regarder en nous ce que nous avions l'habitude de projeter à l'extérieur. Il y a une forme de deuil dans ce processus. Le deuil d'une vision simple où les causes étaient toujours visibles et externes. Le deuil d'une innocence confortable où l'on pouvait attribuer chaque difficulté à une force extérieure. Mais ce deuil ouvre un espace plus vaste. Un espace où la responsabilité devient synonyme de pouvoir. Comprendre que l'enseignement reçu était incomplet ne signifie pas renier les apprentissages. Cela signifie les intégrer dans un cadre plus large. L'action reste nécessaire, l'effort garde sa place. Mais ils ne sont plus considérés comme des leviers isolés. Ils deviennent l'expression d'un état intérieur. Sans alignement interne, l'action se disperse. Avec cohérence, elle se concentre. La fracture intérieure est aussi un moment de discernement. On commence à distinguer les croyances héritées de celles que l'on a réellement examinées. On se demande, cette idée est-elle mienne ou m'a-t-elle été transmise sans que je la questionne? Ce simple examen transforme la relation que l'on entretient avec ses propres pensées. Elles ne sont plus des vérités absolues, mais des hypothèses à vérifier. À travers cette remise en question, une liberté nouvelle apparaît. Si certaines croyances ont été adoptées inconsciemment, alors elles peuvent être réévaluées consciemment. Ce pouvoir de révision est immense. Il signifie que notre identité n'est pas figée, que nos limites ne sont pas nécessairement des faits, mais parfois des interprétations répétées. Cependant, cette liberté exige du courage, car abandonner une croyance, c'est accepter une période d'incertitude. C'est traverser un espace où l'ancien cadre n'est plus solide et où le nouveau n'est pas encore stabilisé. Beaucoup reculent à cet instant. Ils préfèrent la sécurité d'une structure imparfaite à l'inconnu d'une reconstruction plus authentique. Ceux qui avancent comprennent que l'inconfort est temporaire. Ils acceptent de ne pas tout maîtriser immédiatement. Ils observent leurs pensées comme on observe un paysage changeant. Ils notent les schémas récurrents. Ils identifient les peurs qui soutenaient l'ancien édifice. Et peu à peu, ils commencent à bâtir une compréhension plus cohérente. La fracture intérieure n'est pas une destruction gratuite. Elle est une correction, une mise à jour profonde du logiciel mental.
Elle enlève les illusions qui empêchaient une vision plus claire. Elle ne promet pas une vie sans défis, mais elle offre une manière plus consciente de les aborder. À mesure que cette clarté s'installe, la relation aux autres évolue également. On cesse de chercher des coupables. On devient plus attentif à sa propre contribution dans les conflits, les blocages, les répétitions. Cette posture n'est pas une culpabilisation. Elle est un retour à la maîtrise. Elle signifie « je choisis d'examiner ce qui dépend de moi ». Il arrive alors que l'on se sente temporairement en décalage avec son environnement. Les conversations superficielles paraissent plus bruyantes. Les justifications automatiques semblent moins convaincantes. On ne méprise pas ces attitudes, mais on ne peut plus y adhérer pleinement. Un seuil a été franchi. Ce passage marque le début d'une reconstruction intérieure. On ne cherche plus simplement à réussir selon des critères extérieurs. On aspire à une cohérence entre pensée, émotion et action. On comprend que l'efficacité véritable naît d'un alignement profond. Lorsque l'état intérieur est clair, l'action devient plus précise, moins dispersée. La fracture intérieure est donc un point de bascule. Elle sépare deux manières de vivre. Avant, on avançait principalement en réaction aux circonstances. Après, on commence à créer à partir d'un état choisi. Ce glissement peut sembler subtil, mais il transforme radicalement la trajectoire. Il ne s'agit pas d'un éveil instantané où tout devient lumineux. C'est un processus progressif. Des prises de conscience successives, des ajustements, des erreurs observées sans complaisance. Mais chaque pas renforce la stabilité du nouveau socle. Lorsque l'on accepte que l'ancien monde était incomplet, on cesse de chercher des solutions purement extérieures à des problématiques intérieures. On comprend que l'amélioration des résultats passe par l'amélioration de la structure de pensée, que la qualité de la vie dépend en grande partie de la qualité de la conscience. Ce moment de fracture est précieux. Il est la preuve que l'on refuse de vivre mécaniquement. Il témoigne d'une exigence plus élevée envers soi-même. Il indique que l'on est prêt à assumer une compréhension plus vaste, même si elle exige plus de discipline. Et si tu ressens ce léger tremblement en toi, si tu perçois que certaines certitudes anciennes ne tiennent plus avec la même force, alors peut-être es-tu déjà dans cette transition. Ce n'est pas une perte, c'est une ouverture. Une invitation à reconstruire sur des bases plus profondes, plus conscientes, plus alignées avec la puissance silencieuse qui attend d'être pleinement assumée. La déprogrammation silencieuse. Il arrive un moment, après la fracture intérieure, où l'on ne peut plus se contenter de constater que quelque chose était incomplet. Comprendre que l'ancien cadre est limité est une étape essentielle, mais elle ne suffit pas. Une fois la fissure apparue, une tâche plus subtile commence. Elle ne consiste pas à accumuler de nouvelles idées brillantes, mais à examiner méticuleusement celles qui sont déjà installées en nous. C'est un travail discret, presque invisible aux yeux du monde. Un démontage patient des mécanismes intérieurs qui orientaient notre perception sans que nous en soyons pleinement conscients. Nous aimons croire que nous pensons librement. Nous nous imaginons autonomes dans nos jugements, indépendants dans nos décisions. Pourtant, si l'on observe attentivement le flux de nos pensées, on découvre des répétitions, des phrases intérieures qui semblent venir d'ailleurs, des réactions automatiques déclenchées avant même que la réflexion consciente n'intervienne. Ces structures ne sont pas apparues par hasard. Elles ont été intégrées au fil des années à travers l'éducation, la culture, les expériences marquantes, les succès et les humiliations. Elles forment une architecture mentale qui nous paraît naturelle simplement parce que nous avons grandi en elle. La déprogrammation silencieuse commence lorsque l'on accepte de regarder cette architecture sans la défendre. Ce n'est pas un combat violent contre soi-même. Ce n'est pas une révolte bruyante contre le passé. C'est une observation rigoureuse, une lucidité appliquée.
On commence à remarquer les pensées qui surgissent dans certaines situations précises. Face à une opportunité, une voix intérieure peut murmurer « Ce n'est pas pour toi ». Face à un défi, une autre peut affirmer « Tu n'es pas capable ». Ces phrases semblent spontanées, mais elles ont une histoire. Elles sont le résultat d'associations répétées, d'interprétations consolidées, de conclusions hâtives transformées en vérité personnelle. Voir les chaînes invisibles demande une honnêteté rare, car ces chaînes ne se présentent pas toujours comme des limitations évidentes. Parfois, elles se déguisent en prudence, en réalisme, en sagesse apparente. On se dit que l'on est simplement lucide sur ses capacités, que l'on connaît ses limites. Mais si ces limites ont été fixées à partir d'événements anciens interprétés à travers un filtre émotionnel étroit, sont-elles réellement objectives? Le travail intérieur consiste à distinguer les faits des conclusions que l'on en a tirées. Un échec n'est qu'un événement. La croyance « je suis destiné à échouer » est une interprétation. Une critique n'est qu'une opinion. La croyance « je ne vaux rien » est une construction. Pourtant, avec le temps, ces constructions deviennent si familières qu'elles se confondent avec notre identité. Nous ne disons plus « j'ai appris à penser que je suis limité », nous disons « je suis limité ». La nuance disparaît. La déprogrammation silencieuse implique de réintroduire cette nuance. Elle exige de ralentir le processus automatique par lequel une pensée se transforme en certitude. Lorsque l'on observe attentivement, on découvre que beaucoup de nos réactions ne sont pas choisies. Elles sont conditionnées. Nous réagissons à une situation actuelle avec une mémoire ancienne. Nous projetons des peurs passées sur des circonstances nouvelles. Ainsi, le présent est contaminé par des conclusions obsolètes. Ce travail n'est pas spectaculaire. Il ne donne pas immédiatement l'impression de transformer la réalité extérieure. Il se déroule dans l'espace intime de la conscience. On commence par noter ses propres pensées comme un scientifique observe un phénomène. Sans jugement excessif, mais avec précision. On identifie les schémas récurrents, les généralisations automatiques, les scénarios catastrophiques anticipés sans preuve solide. Cette observation répétée crée une distance, et dans cette distance, une liberté apparaît. Car une pensée observée n'a plus le même pouvoir qu'une pensée subie. Lorsqu'elle est inconsciente, elle dirige nos actions en coulisses. Lorsqu'elle est mise en lumière, elle devient une hypothèse à examiner. On peut alors se demander, est-ce que cette idée repose sur une réalité actuelle ou sur une mémoire ancienne? Est-ce qu'elle m'aide à avancer ou me maintient-elle dans un cadre restrictif? Les chaînes invisibles ne sont pas toujours négatives en apparence. Certaines sont socialement valorisées. Par exemple, la croyance que l'on doit constamment prouver sa valeur peut sembler motivante. Elle pousse à travailler, à performer, à se dépasser. Mais si elle repose sur la peur de ne pas être suffisant, elle crée une tension permanente. Elle conditionne l'estime de soi à des résultats extérieurs. Dans ce cas, la réussite ne libère pas. Elle alimente simplement un cycle sans fin de validation. Démonter ces mécanismes demande de remonter à leur origine. Non pas pour blâmer le passé, mais pour comprendre le contexte dans lequel ils se sont formés. Une croyance adoptée dans l'enfance avait peut-être une fonction protectrice. Elle permettait de s'adapter à un environnement donné. Mais ce qui était utile à un moment peut devenir limitant plus tard. La déprogrammation ne consiste pas à condamner ces anciennes stratégies, mais à reconnaître qu'elles ne sont plus adaptées à la réalité actuelle. Ce processus peut susciter une forme de vertige. Si certaines de nos convictions centrales ne sont que des constructions, alors qui sommes-nous réellement? Cette question peut déstabiliser, car nous avons longtemps confondu nos croyances avec notre identité. Pourtant, en retirant ces couches, on ne devient pas vide. On devient plus authentique. On découvre un espace intérieur plus vaste,
moins rigide, capable d'accueillir de nouvelles perspectives. La déprogrammation silencieuse est aussi un acte de responsabilité. Tant que nous attribuons nos limitations uniquement aux circonstances, nous restons dépendants d'elles. Lorsque nous identifions les croyances qui filtrent notre perception, nous reprenons une part de pouvoir. Cela ne signifie pas que tout dépend de nous, mais que notre interprétation des événements joue un rôle central dans la manière dont nous les vivons et y répondons. Il est essentiel de comprendre que ce travail ne se fait pas en un jour. Les croyances héritées ont été consolidées par des années de répétition. Elles ont été renforcées par des expériences qui semblaient les confirmer. Les déconstruire demande de la patience. Chaque fois qu'une situation déclenche une réaction automatique, c'est une occasion d'observer. Non pour se critiquer, mais pour comprendre. Avec le temps, cette vigilance devient plus naturelle. On commence alors à remarquer des micro-choix là où, auparavant, tout semblait déterminé. Entre le stimulus et la réaction, un espace apparaît. Dans cet espace, il est possible d'introduire une pensée différente. Non pas une affirmation artificielle répétée mécaniquement, mais une interprétation plus nuancée, plus consciente. Ce simple ajustement peut modifier la trajectoire d'une décision et donc d'un résultat. Voir les chaînes invisibles transforme également la manière dont on perçoit les autres. On réalise qu'eux aussi agissent à partir de conditionnements. Leurs réactions, leurs jugements, leurs résistances ne sont pas nécessairement des attaques personnelles, mais l'expression de leurs propres programmes intérieurs. Cette compréhension ne justifie pas tout, mais elle apporte une forme de détachement. Elle évite de prendre chaque interaction comme une confirmation de nos anciennes blessures. À mesure que la déprogrammation progresse, une cohérence nouvelle s'installe. On commence à choisir ses pensées avec plus de discernement. Non pas en niant les difficultés, mais en refusant d'ajouter des interprétations limitantes à des faits déjà complexes. On développe une discipline intérieure, une capacité à interrompre un scénario mental avant qu'il ne se transforme en prophétie autoréalisatrice. Ce travail exige du silence. Pas nécessairement un silence extérieur, mais un ralentissement intérieur. Si l'on est constamment absorbé par des distractions, il devient difficile de percevoir les mécanismes subtils de la pensée. La déprogrammation demande des moments d'introspection. Des instants où l'on s'écoute sans filtre, où l'on accepte de voir ses contradictions sans chercher immédiatement à les justifier. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir conscient. La perfection est une illusion supplémentaire qui peut devenir une nouvelle chaîne. La conscience, en revanche, ouvre un espace d'évolution. Elle permet d'ajuster progressivement son cadre mental, de remplacer des croyances rigides par des principes plus flexibles, plus alignés avec l'expérience réelle. En voyant les chaînes invisibles, on découvre qu'elles étaient souvent maintenues par la répétition inconsciente. C'est la répétition qui solidifie une pensée. En interrompant cette répétition, en introduisant de nouvelles perspectives, on commence à affaiblir l'ancienne structure. Ce processus peut sembler lent, mais il est profondément transformateur, car il agit à la racine. Peu à peu, on ressent une légèreté nouvelle, non pas parce que la vie devient soudainement simple, mais parce que l'on cesse d'y ajouter des couches inutiles de limitation mentale. On aborde les défis avec une curiosité différente. Au lieu de se demander immédiatement « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», on peut se demander « quelle part de mon interprétation influence ma réponse ?» La déprogrammation silencieuse n'est pas une fin en soi. Elle prépare le terrain pour une construction plus consciente. En retirant les croyances obsolètes, on libère de l'espace pour des convictions choisies, examinées, alignées avec une vision plus large de soi-même. On ne subit plus son monde intérieur, on commence à le structurer. Et si, en lisant ces lignes,
tu reconnais certaines de tes propres pensées automatiques si tu perçois des phrases intérieures que tu n'avais jamais vraiment questionnées, alors le processus est déjà en marche. Voir une chaîne est le premier pas vers sa dissolution. Et dans ce regard lucide, patient, persévérant, se trouve une puissance plus profonde que n'importe quelle transformation spectaculaire, celle de reprendre en silence la direction de ton propre esprit. La solitude initiatique. Il existe une étape que peu évoquent avec sincérité car elle ne brille pas, elle ne séduit pas, elle ne s'affiche pas. Après l'appel, après la fracture, après la déprogrammation progressive des anciennes croyances, vient un passage plus austère, un territoire intérieur qui ressemble à un désert. Ce n'est pas un désert extérieur fait de sable et de silence visible, mais un désert mental, émotionnel, relationnel. Un espace où les repères anciens ne fonctionnent plus et où les nouveaux ne sont pas encore stabilisés. C'est la solitude initiatique. On pourrait croire que l'évolution intérieure rapproche immédiatement des autres, qu'elle crée une harmonie fluide avec l'environnement. En réalité, il arrive souvent l'inverse au début, lorsque l'on commence à penser différemment, à questionner les schémas collectifs, à refuser certaines évidences sociales, un décalage apparaît. Les conversations habituelles paraissent plus superficielles. Les débats répétitifs semblent circulaires. Les préoccupations dominantes ne résonnent plus avec la même intensité. Ce n'est pas du mépris, c'est une transformation de fréquence. Ce décalage crée une sensation étrange. On est physiquement présent, mais intérieurement ailleurs. On écoute, on participe, mais une partie de soi observe la scène avec distance. Ce n'est pas encore une maîtrise sereine, c'est un entre-deux. On n'appartient plus totalement à l'ancien monde, mais on n'est pas encore solidement établi dans le nouveau. Cette transition peut être déroutante. La solitude initiatique ne signifie pas nécessairement être seul physiquement. On peut être entouré et pourtant ressentir un isolement profond. Car ce qui se rompt, ce sont des correspondances invisibles, des accords implicites, des manières communes d'interpréter la réalité. Lorsque l'on cesse d'adhérer intérieurement à certaines croyances collectives, une distance subtile s'installe. On ne peut plus rire des mêmes illusions, ni se plaindre des mêmes fatalités avec la même conviction. Ce passage par le désert est exigeant. Il oblige à se confronter à soi-même, sans distraction constante. Les anciennes validations extérieures perdent de leur force. Les encouragements automatiques ne suffisent plus. Il faut apprendre à se soutenir de l'intérieur, à trouver une stabilité qui ne dépend pas entièrement du regard des autres. Il y a, dans cette étape, une forme de dépouillement. Beaucoup d'identités sociales commencent à se fissurer. Les rôles que l'on jouait naturellement sont réévalués. On se demande: est-ce que j'agissais ainsi par conviction ou par conformité? Est-ce que cette opinion est réellement la mienne ou le reflet d'un environnement? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles touchent à l'image que l'on avait de soi. Le désert symbolise l'absence de repères familiers. On ne peut plus s'appuyer sur certaines certitudes collectives, mais on ne possède pas encore une structure intérieure totalement consolidée. Cela crée un vide temporaire. Et ce vide peut faire peur, car l'esprit humain préfère souvent une certitude imparfaite à une incertitude féconde. Dans cet isolement mental, des doutes surgissent. On se demande si l'on ne s'éloigne pas inutilement des autres, si l'on ne complique pas une vie qui pourrait rester simple. La tentation de revenir en arrière peut apparaître, reprendre les anciens schémas, réintégrer les conversations superficielles sans les questionner, se fondre à nouveau dans le collectif sans friction intérieure. Ce retour est possible, mais il a un prix, celui de trahir une compréhension déjà acquise. La solitude initiatique agit comme une épreuve de cohérence. Elle teste la profondeur de l'engagement intérieur.
Si la transformation n'était qu'une curiosité passagère, elle s'effacera sous la pression sociale. Si elle est authentique, elle résistera, même dans le silence et l'incompréhension. Ce passage n'est pas une punition, il est une maturation. Dans le désert, on apprend à se connaître sans masque. Lorsque les validations extérieures diminuent, on découvre ce qui reste. Quels sont les principes que l'on maintient, même lorsqu'ils ne sont pas applaudis? Quelles sont les valeurs que l'on conserve, même lorsqu'elles isolent temporairement? Il y a également une rupture sociale intérieure. On commence à se détacher de certaines dynamiques de comparaison constante. Le besoin de se situer par rapport aux autres perd en intensité. On observe les réussites et les échecs d'autrui sans les transformer immédiatement en jugement sur soi. Cette liberté nouvelle peut sembler étrange, car la comparaison était un repère permanent. Dans le désert, les distractions se réduisent. Les ambitions superficielles perdent leur éclat. Ce qui semblait urgent devient secondaire. Ce qui était négligé devient central. On accorde plus d'attention à la qualité de ses pensées, à la cohérence de ses intentions, à la justesse de ses actions. Cette intériorité renforcée peut donner l'impression d'un ralentissement extérieur, mais en réalité, une restructuration profonde est en cours. La solitude initiatique révèle également les attachements invisibles. On découvre à quel point certaines relations étaient fondées sur des croyances communes plutôt que sur une compréhension authentique. Lorsque ces croyances évoluent, les liens se transforment. Certains se renforcent, d'autres s'éloignent naturellement. Ce tri n'est pas toujours confortable, mais il est souvent nécessaire. Il faut du courage pour traverser cette période sans amertume, car il serait facile de juger ceux qui ne comprennent pas notre évolution. Pourtant, chacun avance selon son propre rythme. La solitude initiatique n'est pas une supériorité, c'est une phase. Elle ne place pas au-dessus, elle place à part, temporairement, pour permettre une consolidation intérieure. Dans ce silence, on développe une relation plus intime avec sa propre conscience. On apprend à écouter ses intuitions sans les valider immédiatement par un consensus extérieur. On apprend à réfléchir longuement avant de parler, à choisir ses mots avec précision, à ne pas réagir impulsivement pour se conformer à une attente sociale. Ce passage par le désert renforce la discipline mentale. Lorsque l'environnement ne soutient pas toujours nos nouvelles perspectives, il faut s'appuyer sur une clarté intérieure. Cela demande une vigilance constante, une capacité à ne pas se laisser entraîner par les anciennes dynamiques collectives simplement pour éviter l'inconfort. La solitude initiatique affine également la perception. On devient plus attentif aux influences subtiles, aux discours répétitifs qui cherchent à maintenir les mêmes schémas, aux peurs collectives amplifiées par l'habitude. Cette lucidité peut créer une distance, mais elle apporte aussi une liberté nouvelle. On choisit plus consciemment ce que l'on laisse entrer dans son esprit. Avec le temps, le désert cesse d'être hostile, il devient un espace de clarté. L'absence de bruit permet d'entendre des nuances auparavant imperceptibles. On découvre des ressources intérieures insoupçonnées, une capacité à rester stable même lorsque l'environnement est instable, une force calme qui ne dépend pas des circonstances immédiates. La rupture sociale intérieure ne signifie pas couper les liens, mais transformer la manière de les vivre. On cesse de chercher l'approbation à tout prix. On privilégie la sincérité à la popularité. Cette posture peut réduire temporairement le cercle relationnel, mais elle en augmente la qualité. Les échanges deviennent plus profonds, moins performatifs. Il arrive un moment où l'on comprend que cette solitude n'était pas un abandon, mais une préparation. Elle a permis de consolider des bases qui n'auraient pas pu se renforcer dans le bruit constant. Elle a obligé à trouver une stabilité autonome, à développer une confiance qui ne dépend pas exclusivement de l'extérieur.
Ce passage transforme la relation au regard des autres. On n'est plus aussi vulnérable aux critiques, ni aussi dépendant des compliments. Non pas par indifférence, mais par ancrage. On sait ce que l'on construit intérieurement, même si cela n'est pas immédiatement visible. La solitude initiatique enseigne également la patience. Les grandes restructurations ne se font pas dans la précipitation. Elles exigent du temps, du recul, une capacité à accepter que certains résultats ne soient pas instantanés. Dans le désert, on apprend à avancer sans applaudissements, à persévérer sans validation immédiate. Et puis, imperceptiblement, le paysage change. Le désert ne disparaît pas soudainement, mais il cesse d'être aride. On y découvre des oasis intérieures, des moments de paix profonde, une clarté stable. Les anciennes peurs perdent de leur intensité. Les doutes deviennent des questions constructives plutôt que des menaces. Lorsque l'on traverse cette étape avec intégrité, on en ressort transformé. Plus silencieux peut-être, mais plus solide. Moins dépendant du bruit extérieur, mais plus aligné avec sa direction intérieure. La solitude initiatique n'était pas une fin, mais un passage, un seuil où l'on a appris à se tenir debout sans béquilles invisibles. Et si tu te reconnais dans cette sensation de décalage, si tu ressens parfois cet isolement intérieur malgré la présence des autres, sache que ce désert n'est pas un vide stérile. Il est un espace de gestation, un lieu où ton centre se renforce, un moment où tu apprends à ne plus chercher à appartenir à tout prix, mais à être cohérent, même dans le silence. L'architecture cachée du réel. Après l'appel, après la fracture, après la déprogrammation et la traversée du désert intérieur, une compréhension plus vaste commence à émerger. Elle ne repose pas sur une croyance aveugle, ni sur une théorie séduisante, mais sur une observation de plus en plus fine de la manière dont les événements se forment. Ce que l'on appelait autrefois hasard, chance ou fatalité révèle progressivement une trame plus subtile. Une structure invisible semble relier l'intérieur et l'extérieur, le pensé et le vécu, l'état d'être et l'expérience concrète. Pendant longtemps, nous avons regardé les événements comme des blocs isolés. Un succès surgissait, on l'attribuait à l'effort ou à la chance. Un échec apparaissait, on le reliait aux circonstances ou à une injustice. Chaque situation était perçue comme indépendante, presque aléatoire. Mais lorsque l'on développe une attention plus profonde, une cohérence se dessine. Des schémas récurrents apparaissent. Des dynamiques se répètent. Les résultats semblent correspondre à des états intérieurs dominants, comme si une architecture silencieuse organisait les manifestations visibles. Comprendre cette architecture cachée ne signifie pas tomber dans une interprétation simpliste où chaque détail serait contrôlé consciemment. Il ne s'agit pas d'imaginer que l'on décide mécaniquement de tout ce qui arrive. Il s'agit plutôt de percevoir qu'il existe un enchaînement plus subtil. Une cause intérieure génère une fréquence particulière, et cette fréquence influence les manifestations extérieures. La cause n'est pas seulement une action physique, elle est d'abord un état mental, une conviction profonde, répétée, chargée d'émotions, une manière stable d'interpréter le monde. Cette cause intérieure agit comme un filtre. Elle sélectionne les informations que l'on remarque, les opportunités que l'on considère possibles, les risques que l'on juge acceptables. Ainsi, deux personnes placées dans une situation identique peuvent percevoir des réalités totalement différentes. La fréquence correspond à la qualité vibratoire de cet état intérieur. Non pas dans un sens mystique superficiel, mais comme une cohérence énergétique mesurable dans la constance des pensées et des émotions. Une personne qui entretient durablement des pensées de méfiance, de peur ou de manque développe une tonalité intérieure spécifique. À l'inverse, quelqu'un qui cultive la confiance, la clarté et la responsabilité
émet une dynamique différente. Cette fréquence influence subtilement les décisions, les postures, les choix de relations. La manifestation est le résultat visible de cette dynamique invisible. Elle ne surgit pas instantanément après une pensée isolée. Elle est le produit d'un état dominant maintenu dans le temps. Les événements que nous vivons ne sont pas des réponses à des souhaits ponctuels, mais à des structures mentales répétées. C'est ici que la compréhension devient exigeante, car il ne suffit pas d'affirmer un désir pour en voir les faits. Il faut aligner durablement la pensée, l'émotion et l'action. Beaucoup s'arrêtent à la surface. Ils tentent de modifier les résultats sans examiner la cause intérieure. Ils changent de stratégie, de lieu, de partenaire, de projet, sans interroger la fréquence qu'ils portent en eux. Lorsque les mêmes schémas se répètent dans des contextes différents, la frustration augmente. Pourtant, la clé ne se trouve pas uniquement dans le changement externe, mais dans l'ajustement interne. L'architecture cachée du réel ne punit pas et ne récompense pas au sens moral. Elle reflète. Elle amplifie ce qui est cohérent et constant. Si l'on entretient inconsciemment la croyance que l'on n'est pas légitime, on agira avec une hésitation subtile. Cette hésitation influencera la manière dont les autres nous perçoivent. Les opportunités se refermeront non par malveillance cosmique, mais par cohérence structurelle. Observer cette mécanique demande une honnêteté radicale. Il est plus simple d'accuser les circonstances que d'examiner la qualité persistante de nos pensées. Pourtant, lorsque l'on accepte de regarder avec lucidité, on découvre des correspondances troublantes. Les périodes de confusion extérieure coïncident souvent avec une confusion intérieure. Les moments d'expansion correspondent à une clarté stabilisée. La cause ne se limite pas aux pensées conscientes. Elle inclut les convictions implicites, celles que l'on ne formule pas explicitement, mais qui guident nos réactions. Par exemple, si l'on croit profondément que le monde est hostile, on interprétera les situations ambiguës comme des menaces. Cette interprétation déclenchera des réactions défensives. Ces réactions influenceront la réponse des autres, confirmant ainsi la croyance initiale. Le cycle semble extérieur, mais il prend racine à l'intérieur. La fréquence agit comme un aimant subtil, non pas en attirant magiquement des événements sans lien logique, mais en orientant notre attention vers certains éléments plutôt que d'autres. Dans un environnement riche de possibilités, nous sélectionnons inconsciemment celles qui correspondent à notre état dominant. Ainsi, le réel offre un éventail large, mais notre fréquence en choisit une partie spécifique. La manifestation n'est donc pas un miracle instantané, mais une conséquence cumulative. Chaque pensée répétée renforce un sillon. Chaque émotion entretenue consolide une direction. Avec le temps, ces directions deviennent des trajectoires. Et ces trajectoires produisent des résultats cohérents. Ce processus est souvent imperceptible à court terme, mais évident lorsqu'on observe une longue période. Comprendre cette architecture transforme la relation au temps. On cesse d'attendre des changements immédiats suite à des ajustements superficiels. On accepte que la transformation profonde exige constance et discipline. Si l'on modifie véritablement la cause intérieure, la fréquence évoluera progressivement et les manifestations suivront avec un décalage naturel. Cette perspective redonne du pouvoir, mais elle exige aussi de la responsabilité. Si nos états dominants influencent nos expériences, alors il devient essentiel de surveiller la qualité de notre monde intérieur. Cela ne signifie pas supprimer toute émotion négative. Cela signifie éviter d'ériger ces émotions en identité permanente. Une peur passagère n'est pas un problème. Une peur cultivée comme vérité absolue peut devenir structurante. L'architecture cachée du réel fonctionne indépendamment de notre opinion sur elle. On peut l'ignorer, la nier ou la ridiculiser, mais elle continue d'opérer. Elle ne dépend pas d'une croyance consciente. Elle répond à la cohérence.
Si l'on entretient durablement une vision fragmentée de soi-même, les résultats seront fragmentés. Si l'on stabilise une vision claire et confiante, les actions s'aligneront progressivement sur cette vision. Ce mécanisme explique pourquoi certaines transformations paraissent soudaines aux yeux des autres. En réalité, elles sont le fruit d'un travail invisible. Pendant des mois ou des années, une personne peut restructurer sa cause intérieure. Elle modifie sa manière de penser, d'interpréter, de se percevoir. Lorsque la fréquence atteint un seuil de cohérence suffisant, les manifestations deviennent visibles. Le monde extérieur semble avoir changé rapidement, mais la transformation était en gestation depuis longtemps. Il est essentiel de distinguer cette compréhension d'une illusion de contrôle total. L'architecture cachée du réel n'implique pas que chaque détail soit manipulable. Elle suggère plutôt que nous participons activement à la configuration des grandes lignes de notre expérience. Les circonstances collectives existent, les imprévus surviennent, mais notre réponse intérieure demeure un levier central. En intégrant cette vision, on cesse de se percevoir comme une victime passive des événements. On devient un architecte intérieur. On examine les plans invisibles avant de se plaindre de la façade. On comprend que modifier un résultat exige de modifier la structure qui le soutient. La relation entre cause, fréquence et manifestation devient alors un principe de vigilance quotidienne. On observe ces pensées non pour les juger, mais pour vérifier leur cohérence avec la direction souhaitée. On ajuste progressivement ce qui ne correspond plus. Ce travail peut sembler exigeant, mais il libère d'une dépendance constante aux circonstances extérieures. À mesure que cette compréhension s'enracine, une stabilité nouvelle apparaît. Les fluctuations du monde extérieur perdent une partie de leur pouvoir perturbateur. On sait que la véritable source se trouve dans l'état intérieur. Même lorsque les résultats tardent à se matérialiser, on maintient la cohérence. On continue à renforcer la cause choisie. L'architecture cachée du réel n'est pas mystique au sens naïf. Elle est structurée, logique, cohérente. Elle repose sur la continuité, sur la répétition, sur l'alignement durable. Elle nous rappelle que le visible est souvent la conséquence d'un invisible entretenu avec constance. Et si tu observes attentivement ta propre trajectoire, tu pourras peut-être percevoir cette trame subtile. Les périodes où tu te sentais aligné intérieurement correspondaient-elles à une fluidité extérieure? Les moments de dispersion intérieure coïncidaient-ils avec des manifestations confuses? Ces correspondances ne sont pas des coïncidences isolées. Elles sont les indices d'une structure plus profonde. Reconnaître cette architecture ne signifie pas tout comprendre immédiatement. Cela signifie accepter d'explorer avec rigueur la relation entre ton état intérieur et ton expérience vécue. Car derrière chaque événement, il existe une cause. Derrière chaque cause stabilisée, une fréquence. Et derrière chaque fréquence maintenue, une manifestation inévitablement cohérente avec ce qui a été cultivé en silence. La volonté pure. Il existe une distance immense entre vouloir vaguement et décider intérieurement. À première vue, ces deux états semblent similaires. Dans les deux cas, on affirme désirer quelque chose. On exprime une aspiration. On formule un objectif. Pourtant, dans la structure invisible du réel, ils n'ont pas le même poids. Le désir faible est fluctuant, conditionné par l'humeur, influencé par les circonstances. L'intention brûlante, elle, est stable. Elle traverse les doutes, résiste aux obstacles, persiste malgré les délais. Elle n'est pas une émotion passagère, mais une orientation profonde. Beaucoup confondent envie et volonté. L'envie est stimulée par l'extérieur. Elle naît souvent de la comparaison, de l'admiration ou de la frustration. On voit quelqu'un réussir et soudain on veut la même chose. On traverse une difficulté et l'on veut en sortir immédiatement.
mais ces mouvements sont instables. Dès que l'émotion qui les soutenait diminue, l'élan s'effondre. La volonté pure, au contraire, ne dépend pas d'une excitation temporaire. Elle s'enracine dans une décision intérieure réfléchie et assumée. La différence se révèle dans la constance. Le désir faible cherche des résultats rapides. Il se nourrit d'enthousiasme initial, puis se fatigue face à la résistance. L'intention brûlante accepte le temps comme un allié. Elle comprend que toute manifestation solide exige répétition, ajustement, persévérance. Elle ne s'éteint pas à la première difficulté, car elle ne repose pas sur une impulsion fragile. La volonté pure n'est pas agitation. Elle n'est pas tension permanente. Elle est concentration disciplinée. Elle ressemble à un feu contrôlé, capable de transformer sans se disperser. Un feu laissé sans cadre devient destructeur ou s'éteint rapidement. Un feu entretenu avec méthode chauffe durablement et éclaire avec stabilité. Ainsi fonctionne l'intention véritable. Beaucoup de personnes disent vouloir changer leur vie, mais leurs actions révèlent une hésitation intérieure. Elles maintiennent des pensées contradictoires. Elles affirment vouloir évoluer, mais entretiennent des habitudes qui soutiennent l'ancien état. Cette incohérence affaiblit la dynamique. L'univers intérieur répond à la dominante, pas aux déclarations superficielles. Si l'on veut sincèrement avancer, il faut aligner pensée, émotion et action dans la même direction. La volonté pure commence par une clarification. Que veux-tu réellement? Non pas ce que l'on attend de toi, non pas ce qui semble valorisé socialement, mais ce qui correspond à ton orientation profonde. Cette question est exigeante, car elle élimine les motivations empruntées. Elle oblige à distinguer l'ambition authentique du désir conditionné par l'environnement. Une fois cette clarté établie, la discipline devient naturelle. On ne se force plus par culpabilité. On agit par cohérence. L'effort n'est plus une contrainte imposée de l'extérieur, mais l'expression logique d'une décision intérieure. Lorsque l'intention est brûlante, la persévérance cesse d'être héroïque. Elle devient normale. La volonté pure implique également une gestion consciente de l'énergie mentale. Le feu intérieur doit être protégé des influences dispersantes. Les distractions constantes affaiblissent la concentration. Les doutes répétitifs sapent la stabilité. Il ne s'agit pas de nier toute interrogation, mais de ne pas laisser les pensées contradictoires dominer. Une direction claire exige un esprit ordonné. Il existe une force particulière dans la répétition disciplinée. Chaque action cohérente renforce la structure intérieure. Chaque décision alignée consolide l'identité nouvelle. Peu à peu, l'intention cesse d'être un projet futur. Elle devient une caractéristique présente. On ne cherche plus à devenir quelqu'un de déterminé. On agit en tant que personne déterminée. La volonté pure ne dépend pas des résultats immédiats. Elle trouve sa satisfaction dans la fidélité à la direction choisie. Cette posture protège contre le découragement. Si l'on mesure sa valeur uniquement aux manifestations visibles, on devient vulnérable aux fluctuations extérieures. Si l'on mesure sa progression à la cohérence intérieure, on reste stable même lorsque les résultats tardent. Il est essentiel de comprendre que l'intention brûlante ne signifie pas rigidité aveugle. Elle inclut la capacité d'ajuster les stratégies sans abandonner la direction. Le feu discipliné ne s'obstine pas inutilement contre un mur. Il cherche un passage. Il apprend. Il corrige. Mais il ne renonce pas à la finalité. Beaucoup abandonnent non parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils manquent de constance. Ils interprètent les obstacles comme des signaux d'arrêt, plutôt que comme des tests de profondeur. La volonté pure, elle, voit dans chaque difficulté une opportunité de renforcer sa structure. Elle ne dramatise pas l'échec, elle l'analyse et continue. Le désir faible cherche la motivation, il attend l'inspiration. Il dépend de l'humeur.
L'intention brûlante crée sa propre motivation par la répétition. Elle comprend que l'action précède souvent l'élan émotionnel. On agit d'abord par discipline et l'énergie suit. Cette compréhension inverse la dépendance à l'enthousiasme passager. Il y a également une dimension morale dans la volonté pure. Elle exige intégrité. Si l'on prétend vouloir une chose tout en cultivant intérieurement son contraire, le feu se fragmente. L'intégrité signifie que l'on refuse de se mentir, que l'on reconnaît les résistances sans les nourrir, que l'on maintient la direction même lorsque personne ne regarde. Le feu intérieur discipliné transforme la perception du temps. Les mois et les années ne sont plus des obstacles, mais des alliés. On comprend que la maturation fait partie du processus. On cesse de vouloir forcer la manifestation. On travaille sur la cause avec patience. Et l'on sait que la fréquence maintenue produira inévitablement des résultats cohérents. La volonté pure influence également l'environnement. Une personne véritablement déterminée inspire respect et confiance. Non par arrogance, mais par stabilité. Les autres ressentent cette cohérence. Ils perçoivent que les paroles ne sont pas vides. Cette crédibilité renforce les opportunités. Elle attire des collaborations alignées. Il est important de distinguer la volonté pure de l'obsession déséquilibrée. L'obsession naît souvent d'un manque intérieur. Elle cherche à combler un vide par une réussite extérieure. La volonté pure, elle, provient d'une décision consciente. Elle n'est pas motivée par la peur de ne pas être suffisant, mais par la volonté d'exprimer pleinement son potentiel. Cette nuance change la qualité de l'effort. L'obsession épuise. La volonté pure énergise, car elle est alignée avec une vision intérieure stable. Elle ne lutte pas contre soi-même. Elle mobilise ses ressources avec cohérence. À mesure que l'intention brûlante se consolide, les distractions perdent de leur pouvoir. Les tentations temporaires semblent moins séduisantes face à une direction claire. On ne ressent plus le besoin constant de validation extérieure. On sait pourquoi l'on avance. Cette certitude silencieuse devient un ancrage. La volonté pure exige également une vigilance émotionnelle. Les fluctuations d'humeur sont naturelles, mais elles ne doivent pas dicter la direction. On peut traverser des moments de fatigue ou de doute sans remettre en question l'ensemble du projet. Cette stabilité émotionnelle est le fruit d'un entraînement intérieur. Le feu discipliné ne s'improvise pas. Il se construit par des choix répétés, par des engagements tenus même lorsque l'envie diminue, par des décisions renouvelées chaque jour. Cette répétition crée une identité solide. On ne cherche plus la motivation extérieure. On devient la source de son propre mouvement. Lorsque la volonté pure s'installe, la relation à l'échec change radicalement. On ne le perçoit plus comme une preuve d'incapacité, mais comme une information, une donnée utile pour ajuster la stratégie. Cette neutralité face au revers protège la dynamique intérieure. Le désir faible s'éteint lorsque les circonstances deviennent difficiles. L'intention brûlante se révèle précisément dans ces moments. Elle ne se nourrit pas de facilité, mais de conviction. Elle puise dans une clarté profonde plutôt que dans une excitation passagère. Et si tu observes ta propre trajectoire, tu peux peut-être identifier les moments où tu voulais vaguement et ceux où tu avais décidé profondément. La différence se lit dans la constance, dans la discipline, dans la manière dont tu as persisté malgré les obstacles. La volonté pure n'est pas un don réservé à quelques-uns. Elle est une capacité qui se cultive. Elle naît d'une décision claire, se renforce par la cohérence et se manifeste par une stabilité que rien d'extérieur ne peut facilement éteindre. La maîtrise de l'énergie. Il existe une force plus subtile que l'argent, plus décisive que les circonstances, plus déterminante que le talent lui-même. Cette force
n'est ni visible ni matérielle, et pourtant elle gouverne silencieusement chaque expérience que tu vis. Elle s'appelle l'attention. Où va ton attention? Cette simple question contient l'un des secrets les plus puissants de l'existence. Car l'attention n'est pas un acte anodin de l'esprit. Elle est une direction donnée à l'énergie. Elle est un choix invisible qui façonne la réalité. Elle est la monnaie secrète de la création. Chaque matin, au réveil, ton attention commence à circuler. Elle se dépose sur une pensée, puis sur une autre. Elle se fixe sur une inquiétude, sur un souvenir, sur un espoir ou sur une frustration. Sans que tu t'en rendes compte, elle alimente ce qu'elle touche. L'attention est comme une lumière. Là où elle se pose, elle éclaire. Mais plus encore, elle réchauffe, elle active, elle amplifie. Si tu diriges constamment ton attention vers le manque, tu fortifies la sensation de manque. Si tu la diriges vers la peur, tu renforces la peur. Si tu la diriges vers une vision élevée, tu donnes vie à cette vision. La plupart des êtres humains croient que l'énergie est quelque chose qu'ils doivent chercher à l'extérieur, dans le café du matin, dans la motivation, dans les encouragements des autres. Mais l'énergie suit l'attention. Ce n'est pas la fatigue qui te rend faible, c'est la dispersion. Ce n'est pas le manque de capacité qui te limite, c'est la fragmentation de ton focus. Une attention divisée produit une énergie diluée. Une attention concentrée crée une puissance rare. Observe les moments où tu t'es senti réellement vivant. Peut-être étais-tu plongé dans une activité qui absorbait totalement ton esprit. Peut-être étais-tu en train de créer, d'apprendre, de méditer ou même d'aimer. Dans ces instants, ton attention n'était pas dispersée. Elle était unifiée. Elle ne sautait pas d'une pensée à l'autre. Elle ne se perdait pas dans les distractions. Elle était entière. Et cette unité produisait une sensation de force intérieure, comme si tout ton être avançait dans une seule direction. L'attention est comparable à une rivière. Si elle se divise en 1000 petits ruisseaux, elle perd sa puissance. Mais si elle reste concentrée dans un seul lit, elle peut déplacer des rochers. Beaucoup vivent dans un état de dispersion chronique. Notifications, comparaisons, rumeurs, inquiétudes, projections. Leur énergie est aspirée par des choses qu'ils n'ont même pas choisies consciemment. Ils offrent leur monnaie intérieure à des réalités qu'ils ne désirent pas. Puis, ils s'étonnent que leur vie reflète la confusion. Maîtriser son énergie commence par reprendre la souveraineté de son attention. Cela demande une lucidité radicale. À quoi penses-tu lorsque rien ne t'oblige à penser? Vers quoi ton esprit retourne-t-il spontanément? Vers la critique ou vers la gratitude? Vers l'envie ou vers l'inspiration? Vers le passé ou vers la création? Ces inclinations révèlent l'orientation de ton énergie. Il ne s'agit pas de nier les difficultés. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de comprendre que ton attention est une ressource sacrée. Tu ne peux pas l'offrir à tout et espérer rester puissant. Chaque fois que tu t'attardes longuement sur une injustice, tu renforces intérieurement la vibration de cette injustice. Chaque fois que tu rumines un échec, tu prolonges son empreinte énergétique. À l'inverse, chaque fois que tu contemples une possibilité, que tu nourris une vision claire, que tu imagines avec précision la réalité que tu veux incarner, tu structures intérieurement un champ cohérent. L'attention n'est pas seulement mentale, elle est vibratoire. Elle modifie ton état physiologique. Lorsque tu te concentres sur la peur, ton corps se contracte, ta respiration se raccourcit, ton rythme cardiaque change. Lorsque tu te concentres sur la confiance, ton corps s'ouvre, ton souffle s'approfondit. L'énergie circule différemment. Ainsi, l'attention n'est pas abstraite. Elle influence la matière que tu es. Beaucoup cherchent à transformer leur vie sans transformer leur focalisation. Ils veulent des résultats nouveaux avec une attention ancienne.
Ils désirent l'abondance tout en fixant sans cesse le manque. Ils souhaitent la paix tout en surveillant constamment les conflits. Ils aspirent à la réussite tout en nourrissant des pensées de doute. Cette incohérence disperse l'énergie et ralentit la manifestation. La maîtrise ne consiste pas à forcer l'esprit à penser positivement. Elle consiste à choisir consciemment où déposer sa lumière intérieure. Cela demande une discipline douce, mais constante. Chaque fois que tu remarques que ton attention dérive vers une zone stérile, tu peux la ramener. Non pas avec violence, mais avec autorité. Comme un maître qui guide un élève distrait. Imagine que ton attention soit une monnaie d'or extrêmement rare. La donnerais-tu à n'importe qui? La dépenserais-tu pour chaque rumeur, chaque polémique, chaque provocation? Ou la réserverais-tu à ce qui élève, construit, nourrit et transforme? Pourtant, chaque jour, beaucoup gaspillent cette richesse sur des choses qu'ils ne respectent même pas. L'attention prolongée devient croyance. La croyance répétée devient perception. La perception constante devient réalité vécue. Ainsi se construit le monde intérieur qui précède le monde extérieur. Si ton attention se fixe durablement sur une identité faible, tu renforces cette identité. Si elle se fixe sur une version plus haute de toi-même, tu commences à l'habiter énergétiquement. La maîtrise de l'énergie demande aussi de comprendre que tout ne mérite pas ta réaction. Réagir, c'est investir. Répondre consciemment, c'est choisir. Lorsque quelqu'un cherche à provoquer ta colère, il cherche en réalité ton attention. Lorsque les médias diffusent la peur, ils capturent l'attention collective. Lorsque les distractions se multiplient, elles fragmentent la puissance intérieure. Celui qui apprend à ne pas réagir automatiquement récupère une immense quantité d'énergie. Il y a une différence subtile entre être informé et être absorbé. Tu peux voir un événement sans t'y engloutir. Tu peux reconnaître une difficulté sans la laisser coloniser ton espace mental. Cette capacité crée un espace intérieur stable, et dans cet espace, l'énergie cesse d'être gaspillée. L'attention focalisée crée une intensité vibratoire. Lorsque tu médites profondément sur une vision, lorsque tu la ressens comme réelle, lorsque tu l'imprègnes d'émotions cohérentes, tu envoies un signal clair. Ce signal n'est pas magique au sens naïf. Il est structurel. Il aligne tes choix, modifie ton comportement, influence tes décisions quotidiennes. Peu à peu, ton environnement commence à refléter cette cohérence. La dispersion, au contraire, produit de la confusion. Tu veux une chose le matin et son contraire le soir. Tu nourris un rêve, mais tu doutes constamment de sa possibilité. Tu avances, puis tu recules mentalement. Cette oscillation dilue l'énergie. La création demande de la continuité. Maîtriser son énergie ne signifie pas devenir rigide. Cela signifie devenir conscient. Lorsque tu comprends que ton attention est créatrice, tu cesses de la laisser errer sans direction. Tu choisis des pensées qui soutiennent ton axe intérieur. Tu développes la capacité de rester présent, même dans le tumulte. L'attention consciente transforme également les relations. Lorsque tu écoutes réellement quelqu'un, sans préparer ta réponse, sans juger, sans comparer, ton énergie devient un espace d'accueil. Cette qualité modifie la dynamique. De la même manière, lorsque tu travailles avec une attention pleine, ton efficacité augmente. La qualité de ton énergie influence la qualité de ton action. Beaucoup cherchent des méthodes complexes pour augmenter leur puissance personnelle, mais ils négligent la base, l'orientation de leur attention. Ils multiplient les techniques tout en restant mentalement dispersés. Or, la simplicité d'un focus clair dépasse souvent la sophistication des stratégies. L'attention est un amplificateur, elle agrandit ce qu'elle touche. Si tu observes attentivement les défauts d'une personne, ils te sembleront gigantesques.
Si tu observes ces qualités, elles prendront de l'ampleur dans ta perception. Le monde que tu expérimentes est filtré par cette sélection invisible. Reprendre la maîtrise de son énergie demande du courage. Car cela implique d'admettre que beaucoup de nos états intérieurs sont alimentés par notre propre focalisation. Cela implique de cesser de blâmer uniquement l'extérieur. Ce n'est pas toujours l'événement qui crée l'intensité de l'émotion, mais l'attention prolongée que nous lui accordons. Lorsque tu apprends à diriger ton attention vers ce que tu veux construire, tu entres dans une posture créatrice. Tu ne nies pas les ombres, mais tu refuses de les nourrir inutilement. Tu choisis de contempler la possibilité plutôt que la limitation. Tu décides d'investir ton énergie dans ce qui grandit. L'attention soutenue sur une vision claire agit comme une incubation. Elle permet à l'idée de mûrir. Elle te rend sensible aux opportunités alignées. Elle modifie ton langage, ton attitude, ton rayonnement. Les autres perçoivent cette cohérence, même inconsciemment. En vérité, la maîtrise de l'énergie est une maîtrise de la présence. Être présent, c'est retirer ton attention du passé révolu et du futur anxieux pour la ramener ici. Dans cet instant, ton énergie cesse de fuir. Elle devient disponible. Et cette disponibilité crée une puissance calme. La question demeure toujours la même. Où va ton attention? Chaque réponse quotidienne façonne ton devenir. Chaque choix invisible construit ton architecture intérieure. L'attention est la monnaie secrète de la création parce qu'elle détermine ce qui reçoit la vie. Là où elle se dépose avec constance, quelque chose commence à croître. Si tu veux transformer ta réalité, commence par observer la trajectoire de ta lumière intérieure. Récupère-la lorsqu'elle s'égare. Investis-la consciemment. Protège-la des dispersions inutiles. Nourris-la avec des visions élevées, des pensées cohérentes, des intentions claires. Alors ton énergie cessera d'être fragmentée. Elle deviendra direction. Et cette direction, maintenue avec discipline et conscience, finira par modeler le monde que tu expérimentes. Le silence stratégique. Il existe une puissance que peu comprennent et que presque personne ne maîtrise réellement. Une force qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas à convaincre, qui ne s'impose pas par l'éclat, mais qui transforme pourtant les dynamiques invisibles autour d'elle. Cette force est le silence stratégique. Ne pas tout révéler, conserver son énergie, devenir illisible. Dans un monde où chacun expose ses intentions, ses projets, ses émotions et ses fragilités en permanence, celui qui sait se taire détient un avantage subtil mais immense. Le silence stratégique n'est pas la timidité, ce n'est pas la peur de parler, ce n'est pas l'incapacité à s'affirmer, c'est un choix conscient. C'est une discipline intérieure qui consiste à ne pas gaspiller sa parole, à ne pas livrer prématurément ses visions, à ne pas offrir son énergie mentale et émotionnelle à tout environnement. Celui qui parle trop disperse son pouvoir. En R, celui qui explique tout s'expose aux interférences. Celui qui révèle chaque intention dilue la force de sa direction. Chaque parole transporte de l'énergie. Chaque explication ouvre une porte. Chaque révélation crée une interaction vibratoire avec l'extérieur. Lorsque tu exposes un projet encore fragile, tu l'exposes aussi aux doutes, aux projections et aux limitations des autres. Même si ces personnes ne veulent pas te nuire, leurs peurs peuvent s'infiltrer dans ton champ mental. Le silence protège l'incubation. Il permet à l'idée de mûrir sans perturbation. Beaucoup ressentent le besoin constant de se justifier, de prouver, d'annoncer, d'expliquer. Ils croient que partager leur intention renforce leur engagement. En réalité, annoncer trop tôt peut créer une illusion d'accomplissement. Le cerveau reçoit une satisfaction anticipée simplement parce que le projet a été exprimé.
Cette satisfaction prématurée peut affaiblir l'élan réel de l'action. Le silence, au contraire, maintient la tension créatrice intacte. Il concentre l'énergie vers l'exécution plutôt que vers l'approbation. Ne pas tout révéler, ce n'est pas manipuler, c'est préserver. C'est comprendre que toute information partagée devient un élément dans le champ collectif. Certaines informations doivent être protégées jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment solides. Une graine exposée trop tôt aux intempéries peut être détruite. Une intention révélée avant d'être enracinée peut être déstabilisée. Le silence stratégique permet également de devenir illisible. Dans un monde où chacun cherche à anticiper, à analyser, à catégoriser, l'illisibilité devient une forme de liberté. Lorsque les autres ne savent pas exactement ce que tu prépares, ils ne peuvent ni interférer, ni manipuler, ni détourner ton énergie. Tu avances avec une profondeur que personne ne peut mesurer. Être illisible ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas offrir gratuitement l'accès à ton monde intérieur. Beaucoup confondent transparence et maturité. Ils pensent que tout dire est un signe d'authenticité. Mais l'authenticité ne nécessite pas l'exposition permanente. Elle réside dans la cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais, pas dans la quantité d'informations que tu diffuses. Conserver son énergie est essentiel. Chaque conversation inutile, chaque débat stérile, chaque justification superflue consomme une part de ta vitalité mentale. Le silence agit comme une barrière protectrice. Il filtre ce qui mérite ton engagement. Il t'évite d'entrer dans des dynamiques qui ne servent ni ta croissance, ni ta paix intérieure. Lorsque quelqu'un cherche à provoquer une réaction, le silence devient une réponse puissante. Ne pas réagir immédiatement crée un espace. Cet espace est stratégique. Il te permet d'observer, de comprendre, de choisir consciemment. La réaction impulsive révèle tes mécanismes internes. Le silence, lui, maintient la maîtrise. Il y a une grande différence entre ne rien avoir à dire et choisir de ne pas parler. Le premier est un vide, le second est une force. Celui qui maîtrise le silence n'est pas démuni, il est centré. Il comprend que toute parole prononcée doit être alignée avec une intention claire. Il parle lorsque cela construit. Il se tait lorsque cela protège. Dans les relations, le silence stratégique évite de dévoiler toutes ces cartes émotionnelles. Si tu exposes chaque vulnérabilité à des personnes qui ne savent pas la recevoir, tu t'affaiblis inutilement. La vulnérabilité est sacrée. Elle doit être offerte dans un espace sûr. Sinon, elle peut être utilisée contre toi, consciemment ou inconsciemment. Dans les projets professionnels, le silence crée un effet de surprise. Il permet de travailler en profondeur sans attirer l'attention prématurée. Il évite les attentes extérieures qui génèrent une pression inutile. Il préserve la concentration. Beaucoup sabotent leur propre progression en cherchant constamment à impressionner avant même d'avoir construit quelque chose de solide. Le silence stratégique transforme aussi la perception que les autres ont de toi. Une personne qui parle peu mais agit avec cohérence développe une aura particulière. Sa parole prend du poids. Ses mots ne sont pas banals. Ils deviennent rares et donc précieux. À l'inverse, celui qui parle en permanence finit par banaliser son propre discours. Ne pas tout révéler permet également d'observer davantage. Lorsque tu parles moins, tu écoutes plus. Lorsque tu écoutes plus, tu comprends mieux les dynamiques invisibles. Tu perçois les intentions cachées, les failles, les opportunités. Le silence devient alors un outil d'intelligence stratégique. Il existe une dimension intérieure du silence encore plus profonde. C'est le silence face à soi-même. Ne pas nourrir chaque pensée, ne pas commenter mentalement chaque événement, réduire le bruit interne.
Cette maîtrise intérieure conserve une quantité immense d'énergie. L'agitation mentale constante épuise. Le silence intérieur régénère. Devenir illisible signifie également ne pas réagir de manière prévisible. Lorsque tes réactions sont toujours identiques, tu deviens facile à manipuler. Si quelqu'un sait exactement comment te provoquer, il peut contrôler ton comportement. Le silence introduit une incertitude. Cette incertitude protège ta liberté. Le silence stratégique n'est pas une posture permanente. Il est utilisé avec discernement. Il y a des moments pour parler avec clarté et puissance. Mais même dans ces moments, la parole vient d'un espace calme, non d'une impulsion émotionnelle. Celui qui sait se taire sait aussi parler avec précision. Beaucoup ressentent un inconfort face au silence. Ils le remplissent immédiatement par des mots inutiles. Pourtant, le silence révèle. Il met en lumière les tensions, les attentes, les véritables intentions. Celui qui est à l'aise dans le silence déstabilise ceux qui ont besoin de bruit pour se rassurer. Conserver son énergie implique de comprendre que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Certaines provocations cherchent uniquement à capter ton attention. Répondre, c'est investir. Se taire, c'est parfois refuser d'alimenter une dynamique inférieure. Cette retenue demande de la maturité. Le silence protège également tes stratégies à long terme. Si tu annonces chaque mouvement, tu offres aux autres la possibilité d'anticiper. Dans certains contextes, la discrétion est une forme de sagesse. Elle permet d'agir sans résistance excessive. Elle évite les oppositions prématurées. Il existe une élégance dans la retenue, une noblesse dans la maîtrise. Celui qui n'a pas besoin de s'expliquer constamment dégage une stabilité particulière. Il ne cherche pas la validation, il ne dépend pas de l'approbation immédiate. Son centre est interne. Ne pas tout révéler implique aussi de comprendre que tout le monde n'a pas accès à la même profondeur de compréhension. Certaines visions sont trop avancées pour être partagées dans des environnements limités. Les exposer peut entraîner des moqueries, des doutes ou des incompréhensions. Le silence protège la vision jusqu'à ce qu'elle rencontre un terrain fertile. Le silence stratégique est donc un art de l'économie énergétique, un art de la temporalité, un art de la perception. Il ne s'agit pas de se cacher, mais de choisir le moment juste. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de préserver l'intégrité de son chemin. Dans un monde saturé d'informations, celui qui parle peu attire l'attention naturellement. Son calme devient magnétique. Son absence de justification crée une aura de confiance. Il n'a pas besoin de convaincre. Ses résultats parlent. Apprendre à se taire lorsque l'ego veut réagir est une forme de maîtrise intérieure profonde. Cela demande de transcender l'impulsion de se défendre immédiatement. Cela demande de supporter parfois le malentendu temporaire, mais cette retenue préserve la clarté à long terme. Le silence stratégique est aussi une manière de respecter le mystère. Tout ne doit pas être exposé. Certaines dimensions de ton être doivent rester sacrées. Ce mystère nourrit ta profondeur. Il t'empêche de devenir entièrement prévisible. Conserver son énergie, c'est refuser les fuites invisibles. Chaque plainte répétée, chaque justification excessive, chaque révélation impulsive est une fuite. Le silence colmate ces brèches. Il te rend plus dense, plus centré, plus stable. Devenir illisible, c'est également cultiver l'imprévisibilité consciente. Non par chaos, mais par liberté. Tu n'es pas obligé de répondre comme hier. Tu n'es pas obligé de révéler tes plans. Tu n'es pas obligé de prouver quoi que ce soit. Cette liberté crée un espace intérieur immense. Finalement, le silence stratégique est une forme de puissance tranquille. Il n'a pas besoin d'être affiché. Il se manifeste dans la qualité de tes décisions, dans la précision de tes paroles rares, dans la cohérence de tes actions.
Il protège tes intentions, conserve ton énergie et maintient ton mystère. Dans un monde bruyant, celui qui maîtrise le silence avance avec une profondeur que peu peuvent percevoir, mais que tous finissent par ressentir.